Pourquoi le 30 mars? Parce que simplement, c'est un 30 mars qu'il y a eu un décret qui donnait à cette université de Dakar le nom d'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de choisir la date du 7 février, pour la raison que vous savez, l'université a voulu, à côté de toute la communauté, choisir la date du 30 mars pour avoir une journée spécifique dédiée à Cheikh Anta Diop pour permettre aux étudiants de mieux connaître la pensée de leurs parents, mais pour permettre aussi aux chercheurs, enseignants-chercheurs de l'université et Sénégalais, citoyens sénégalais simplement, de partager autour des thématiques qui ont été introduites par Cheikh Anta Diop. Donc pour cette raison, nous vous remercions d'avoir voulu venir parce que nous savons que l'université est en vacances, mais depuis l'année dernière, une décision a été prise de dire, même si on est en vacances, on fête la journée du parrain le 30 mars. Donc nous allons essayer de respecter cet engagement de l'université, donc de fêter le 30 mars la journée du parrain. Ce sera la deuxième manifestation autour de l'œuvre de Cheikh Anta Diop et je pense que ce n'est pas de trop. Nous avions eu déjà le 7 ou 8 février, 6 février, voilà, parce que le 7, je crois que c'était un dimanche. Donc le 6 février, nous avons eu une table ronde autour des questions de méthode dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et cette table ronde avait été animée par M. Diallo Diop, que vous voyez ici. M. Bouba Diop, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui est avec nous en pensée. Il y avait aussi M. Babacar Sall du département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop. Et il y avait un quatrième Fatkine Kamara, celle que je n'aurais pas dû oublier, Fatkine Kamara, qui nous avait aussi fait une excellente présentation sur cette question. Donc, un mois après, nous voici réunis pour encore discuter de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, ou en tout cas des thématiques qui ont déjà été abordées par Cheikh Anta Diop. Et je vais laisser à Madame Beng le soin de présenter les différentes personnes autour de cette table qui auront à vous entretenir de ce thème. Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les doyens, directeurs d'écoles et d'instituts, madame la directrice de la DIAX, madame la responsable de la communication de l'UCAD, mesdames, messieurs le personnel administratif et technique, chers collègues, chers étudiants, madame Cheikh Anta Diop, monsieur le professeur Massamba Diop, fils de notre parrain. J'ai aujourd'hui le grand honneur de modérer cet après-midi dédié à l'hommage donc de notre parrain. Et nous avons un panel pluridisciplinaire qui se veut à l'image du caractère pluridimensionnel de l'homme dont notre université porte fièrement le nom. Nous aurons à entendre cet après-midi des collègues physiciens, historiens, un médecin, un spécialiste de sciences juridiques et politiques. Je commencerai par donner la parole au professeur Ahmadou Wagué. Comme on le sait, la science et la technologie sont des héritages communs à toute l'humanité. Et selon les pays, l'évolution scientifique et technologique a connu des hauts et des bas. Et puis tous les continents ont eu à apporter leur contribution au développement de la science et de la technique. Et notre continent, le continent africain, ne fait pas exception à la règle. Même s'il traverse actuellement la période la plus difficile de son histoire en matière de sciences et technologie. Malgré cela, le continent peut se glorifier d'avoir inventé la technologie du fer il y a de cela 2500 ans. Alors, il y avait un numéro spécial de Scientific American de juin 1988 qui était consacré d'ailleurs à ce sujet. Bon, aujourd'hui, les pays du tiers-monde, en général, ceux de l'Afrique en particulier, connaissent de sérieuses difficultés dans le champ de l'investigation scientifique et technologique, qui tend à devenir un domaine presque exclusif des pays du Nord. Et comme vous le savez, dans notre monde contemporain, ce n'est pas un secret,
le standard de vie d'une nation dépend de beaucoup de son développement scientifique et technique. Or, le développement de la science et de la technique aujourd'hui suppose avant tout le développement de la recherche et de l'innovation. Et dans ce développement de la science et de la technologie, indispensable à la survie donc de nos pays en qualité de nation moderne, les universités doivent jouer un rôle de premier plan. Et cela est d'autant plus vrai que dans la plupart des pays africains, la recherche se trouve à un état quasi embryonnaire. Et c'est très souvent à l'université qu'on a les premières bases d'une recherche susceptible d'apporter des réponses adéquates aux problèmes spécifiques de développement. Alors, nous avons actuellement aussi une mondialisation effrénée, et donc il faut tenir compte de ce contexte. Et dans ce contexte, donc, il devient impératif pour les États africains de se doter d'infrastructures scientifiques appropriées pour aller vers le développement et le progrès. Et pour cela, il faut accorder une importance primordiale aux questions qui sont liées au développement de l'éducation à tous les niveaux. Bon, particulièrement, les structures d'enseignement supérieur ont un rôle primordial à jouer pour la mise en place de ressources humaines adéquates, indispensables à la mise en place en Afrique d'une véritable économie du savoir. Alors, pour atteindre ce but, il est indispensable que l'Afrique rassemble toutes ses forces et toutes ses ressources pour la mise en place des centres de compétences et de recherche au service de tout le continent. Bon, en disant cela, je pense au professeur Cheikh Anta Diop. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de feuilleter son livre où il parlait du laboratoire de carbone 14. Et là, il disait que si l'Afrique, par exemple, veut aller vers les sciences nucléaires, vers les hautes énergies, un seul pays, effectivement, ne pourra rien faire du tout. Il faudra absolument que tous les pays africains se mettent ensemble pour pouvoir développer des puissants accélérateurs, pour pouvoir développer la recherche dans le domaine de la physique des particules, dans le domaine de la physique nucléaire. Alors, donc, pour qu'on atteigne ce but, donc, il est indispensable que nous mettons en commun toutes nos forces et toutes nos ressources, comme je le disais. Donc, pour cela, il faut qu'il y ait des structures politiques communes et coordonnées au niveau de tous les continents. Et là aussi, je n'invente rien. Cheikh Anta a déjà parlé de ça depuis très longtemps. Et ces structures, donc, il faudrait qu'on les mette en place. Et le continent, donc, avec une telle structure fédérale, peut avoir les ressources nécessaires pour bâtir des infrastructures scientifiques et avoir les ressources humaines nécessaires pour aller très rapidement vers une économie du savoir en créant de nouvelles richesses pour le développement et le progrès au profit des populations laborieuses de notre continent. Parce que, vous le savez, bon, moi souvent quand j'entends dire que voilà, les Africains sont paresseux, ça me fait très mal parce que j'imagine tous les paysans qui sont sous le soleil, du matin au soir, en train de travailler, hein, mais malheureusement, peut-être qu'ils ne gagnent rien, ils sont pauvres, mais ils ne sont pas paresseux. Alors, les conditions et les modalités donc du développement et de l'utilisation de la science et de la technologie. Alors, ce développement de la science et de la technologie ne peut se faire que sur la base d'une recherche de qualité dans un environnement qui est favorable. Mais il y a un constat qui s'impose. La recherche a besoin de moyens pour avancer. Et il y a un autre constat qui s'impose encore. Parce que loin d'être exclusivement une question de moyens, le développement de la recherche dépend de beaucoup de la volonté politique. Et j'insiste sur ça. Capable ou non de définir une stratégie efficace permettant de lui assurer les moyens humains, matériels, nécessaires pour son développement. Bon, là, je prends quelques exemples. Par exemple, en Inde, il y a eu le développement scientifique de l'Inde est dû justement à une volonté politique délibérée de Nehru, hein, qui a côtoyé beaucoup de scientifiques. Si je prends le cas du Japon, c'est la même chose. Et si je prends le cas de l'Union soviétique, malgré la dictature stalinienne, la science s'est développée parce que Staline, en cachette, il a augmenté les salaires de tous les scientifiques de 300%, sans rien dire à personne. Et c'est ça qui leur a permis de faire pas mal de progrès dans beaucoup de domaines. Et les cas plus récents encore, il y a le cas de la Chine, qui est en train de faire
revenir tous les expatriés en leur donnant toutes les conditions qu'ils avaient dans les laboratoires aux États-Unis ou bien en Angleterre pour pouvoir travailler en Chine. Bon, donc, je disais donc que le développement donc, des pays comme la Corée, comme le Japon, la Corée, Singapour, la Chine, l'Inde et le Brésil, ça, ce n'est pas le fait du hasard, mais c'est celui d'une politique hardie de développement de la science et de la technologie. Et leur expérience peut servir d'exemple pour l'élaboration d'une véritable stratégie offensive pour le développement de la science et de l'innovation en Afrique. Bon, bien sûr, cette politique, dans sa ligne générale, devrait prendre des mesures systématiques pour la généralisation de l'éducation et la libération du génie créateur des masses. Bon, quand je dis ça, ça me rappelle les années où on était étudiant, où on utilisait beaucoup ce terme, de génie créateur des masses. Bon, alors, ces mesures, donc, devraient être non seulement économiques, mais aussi culturelles et scientifiques. Bon, j'insiste sur le mot culturel, parce qu'il est important de développer, dans le cas de nos pays, la culture scientifique pour pouvoir aller vraiment vers un développement de la science et de la technologie. Et ces mesures, bien sûr, qu'il faut prendre, elles devraient être donc culturelles, scientifiques. Ah oui, d'accord, dans le micro. Ok, merci. Alors, mais pour aller vers ce développement, il y a des besoins en infrastructures scientifiques et technologiques. Et pour cela, l'Afrique doit se doter d'infrastructures scientifiques et technologiques pour relever les défis du développement. Alors, là, je vais vous dire des choses qu'on a répétées 1000 fois déjà. En janvier 2007, à Addis Abeba, lors du 8e sommet de l'Union africaine, sur le thème, il y avait un thème spécial, sciences et technologies et recherche scientifique pour un développement durable en Afrique. Alors, les chefs d'État ont demandé à tous les pays de l'Union africaine de consacrer d'ici 2020 au moins 1% de leur produit intérieur brut à la recherche et au développement. De même, l'année 2007 a été proclamée par l'Union africaine comme année de la science et de la technologie. Alors, il y a eu différentes initiatives qui se sont basées sur le plan d'action consolidé de l'Afrique dans le domaine de la science et de la technologie. Et ce plan a été lancé en 2005 par l'Union africaine et le secrétariat du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD. Bon, avant ça, il y avait le plan de Lagos, bon, pour le développement de la science. Mais bon, on doit dire que tout ça, en fait, les gens ont surtout beaucoup parlé, mais il n'y a pas eu d'action. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de défis à relever, parce qu'actuellement, la plupart des pays africains, bon, personnellement, je n'en connais pas, qui ont consacré 1% de leur produit intérieur brut à la recherche scientifique. Peut-être il y a l'Afrique du Sud, je ne sais pas. Il y a certains qui parlent actuellement aussi du Rwanda. Je pense qu'au niveau du Sénégal, peut-être que le recteur le sait, on doit être au niveau de 0,0 quelque chose ou bien 0,6% peut-être. Bon, enfin, j'espère que de toutes les manières, nous pourrons faire beaucoup de progrès dans ce sens-là. En tout cas, on l'espère. Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup de défis donc à relever pour un développement durable. Et la science et la technologie, bien sûr, doivent jouer un rôle indispensable. Bon, pour cela, il faut le développement de ressources humaines en sciences et technologie. Sans cela, bien sûr, on ne va pas bouger. Et pour le développement donc des ressources humaines en sciences et technologies, l'enseignement supérieur a un rôle de catalyseur pour le développement durable et pour la mise en place donc d'une société du savoir. En effet, l'enseignement supérieur pourrait renforcer le développement économique en permettant de brûler les étapes du développement technologique pour atteindre les niveaux plus élevés auxquels d'autres ont déjà accédé. Dans une économie basée sur le savoir, l'enseignement supérieur peut aider les économies à rattraper d'autres sociétés plus avancées technologiquement. Et les diplômés de l'enseignement supérieur sont plus susceptibles de s'approprier les nouvelles technologies et de savoir les utiliser. L'enseignement supérieur, donc, a une responsabilité spéciale pour la conduite de la formation et de la recherche scientifique nécessaire pour produire les nouvelles connaissances qui sont requises et pour former les leaders de demain. L'enseignement supérieur a également la responsabilité de transférer ces connaissances aux décideurs et au public sur une grande échelle. Il a un rôle essentiel à jouer dans la manière dont les futures générations apprendront à faire face
aux complexités du développement durable. Les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent former des diplômés hautement qualifiés et des citoyens responsables capables de satisfaire les besoins de tous les secteurs de l'activité humaine. Alors, pour cela, je pense qu'il faudrait un plan stratégique si on veut aller vers un véritable développement de la science et de la technologie en Afrique. Et il faut avoir pour cela une approche simultanée dans le cadre du plan stratégique, une approche simultanée et globale entre l'éducation de base et celle des universités et des centres de recherche, en procédant de bas en haut, j'entends par là, en donnant aux populations l'accès à l'éducation, aux soins de santé primaire, à l'eau, à l'énergie, et de haut en bas, en procédant au niveau de l'enseignement supérieur, au développement massif des ressources humaines dans les sciences fondamentales et les sciences de l'ingénieur, avec comme objectif la mise en place des masses critiques nécessaires en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, en informatique, en électronique, en génie électrique, en génie civil, etc. Et la mise en place de ces masses critiques n'est pas nécessaire seulement, mais elle est indispensable pour aller vers le développement du continent. Et à cet effet, il faut donner une priorité absolue au développement de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation, et faire en sorte qu'au moins une centaine d'universités en Afrique soient parmi les meilleures du monde. Bon, il faut développer les liens entre les universités et les industries, en favorisant la promotion des industries de haute technologie et en créant les conditions d'un partenariat entre les universités et les entreprises publiques et privées. Il faut mettre en place les conditions favorables pour le retour et l'installation des scientifiques de très haut niveau dans le continent. Et enfin, il faut, comme je l'ai déjà dit, il faut s'inspirer de l'expérience des autres pays, comme le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, etc. Et qui ont su, à partir de conditions identiques à celles de l'Afrique, devenir des puissances économiques au niveau mondial grâce à la priorité qu'ils ont accordée au développement de la science et de la technologie. Et lors d'une conférence internationale à laquelle j'ai participé, j'ai rencontré un Coréen que je connais bien. Il m'a dit qu'en 1958, il allait à l'école pieds nus. Et qu'en Corée, bien sûr Corée du Sud, il y a beaucoup de gens qui mouraient de faim en 1958. Donc maintenant, ils ne sont plus développés que toute l'Afrique réunie, y compris l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc pour vous dire, et là, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en fait l'accent, la priorité des priorités sur le développement de la science et de la technologie. Alors, j'en arrive donc au plan d'action, à un plan d'action prioritaire qu'on pourrait proposer. Les activités suivantes donc sont à renforcer ou bien à mettre en œuvre. Premièrement, le développement de l'éducation scientifique et technologique dans les États africains pour la mise en place des masses critiques indispensables dans tous les domaines du savoir. Deuxièmement, l'établissement d'une base de données pour les stratégies d'éducation en sciences et technologies dans les pays en Afrique. Mise en place de centres d'information sur les stratégies de développement de la science et de la technologie. Renforcement des réseaux de centres de compétences en sciences et technologies dans les États de l'Union. Favoriser la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs au sein de l'Union par le renforcement des programmes de bourse de mobilité pour toutes ces catégories. Développement de la coopération entre les centres de formation et de recherche en sciences et technologies dans les États membres et avec les États hors de l'Afrique. Favoriser dans les pays membres l'accessibilité dans les universités aux disciplines scientifiques et mettre en place des universités en sciences et technologies dans les différentes régions de l'Afrique. Et sixièmement, mettre en place des ressources budgétaires adéquates pour le développement de la recherche scientifique et de la technologie et de l'innovation. Septièmement, création des parcs scientifiques dans les différentes régions de l'Afrique et mise en réseau de ces parcs. Et huitièmement, favoriser le retour en Afrique de la diaspora africaine pour contribuer au développement de l'économie du savoir. Bon, en conclusion, il faut souligner que le développement de la science et de la technologie en Afrique va dépendre pour une large part de la capacité de former non seulement des spécialistes de haut niveau, mais aussi d'entreprendre une recherche de qualité dans tous les domaines de la connaissance. Il est important d'assurer l'épanouissement scientifique et technique de l'Afrique pour le développement socio-économique au profit du progrès et du bien-être des populations,
j'insiste sur population, en mettant en commun les ressources et toutes les forces du continent dans une structure fédérale appropriée. Alors, j'ai mis entre parenthèses, pourquoi pas les États-Unis d'Afrique? En tout cas, moi, j'y crois. Bon, il n'y a pas de fatalité en la matière. Notre continent a toutes les potentialités nécessaires et nos populations ont la volonté et les capacités de relever tous les défis qui les interpellent pour bâtir une Afrique libre, unie et prospère dans le concert des nations. Je vous remercie pour votre attention. Je vais rapidement quelques mots sur ce que vous venez de nous présenter de manière aussi brillante, à savoir que nous sommes à un tournant, que le développement des pays maintenant n'a plus pour levier la richesse en ressources naturelles, mais que nous sommes passés à l'ère de l'économie du savoir et que l'Afrique n'a pas le droit de rester en marge de cette dynamique. Vous nous avez montré que nous avons à choisir peut-être de nouveaux modèles, je préfère dire de nouvelles sources d'inspiration, puisque comme vous l'avez montré, il ne s'agit pas de copier un modèle, mais de s'inspirer de ce que d'autres qui ont été placés dans des situations analogues à la nôtre, donc ont su réaliser et que nous-mêmes, nous devons réaliser. Vous avez insisté sur le fait que la science et la technologie doivent être à hauteur d'homme, c'est-à-dire se soucier de l'humain, se soucier des populations, et que l'université et les centres de recherche sont au cœur de tous ces défis auxquels l'Afrique est confrontée. Comme vous l'avez dit, je pense que les débats nous permettront de revenir sur un certain nombre de points. Je vais passer la parole, donc je vais faire parler le milieu avant d'aller aux deux extrémités, voilà, à la périphérie qui n'en est pas moins centrale, comme dirait Pascal. Je vais donc donner la parole à monsieur le professeur Diallo Diop, qui va nous parler de Cheikh Anta Diop et la libération de l'Afrique. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci, Madame Mani. À mon tour de saluer l'assistance, en particulier monsieur le recteur, Madame Diop et mon collègue Massamba Diop, le doyen Cheikh Hamidou Kane, la directrice de la DIAX, tout le monde, ainsi que mes collègues à la table de présentation. Alors, initialement, je voulais parler de Cheikh Anta Diop et la libération de l'Afrique largement. Mais par la suite, les nécessités ont fait qu'il a fallu restreindre le champ de notre débat à principalement deux thèmes centraux de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, dans l'ordre l'intégration et la science. Alors il a fallu faire une certaine gymnastique pour ramener la problématique de la libération sur ces deux piliers-là, même s'il ne la résume pas et ne l'épuise pas. Donc le thème retenu pour la célébration de la journée du parrain de l'an 2010 peut à première vue sembler paradoxal, en ceci qu'il juxtapose science et intégration, deux notions relevant respectivement de la gnoséologie et de l'axiologie. Pareille association conceptuelle, de surcroît dans une perspective de libération, ne risque-t-elle pas de conforter ceux qui sont prompts à dénoncer le mélange des genres et la confusion des rôles caractéristiques de l'idéologie? D'autant plus que certains considèrent Cheikh Anta Diop à la fois comme un géant du savoir et un albatros de la politique. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité que cette idée reçue, opposant le savant et le politique, au nom d'une prétendue antinomie entre l'objectivité et la rigueur requise par la démarche scientifique et le pragmatisme opportuniste, sinon machiavélique, de toute lutte pour le pouvoir. Il s'agit là d'un poncif dont la fausseté saute aux yeux de quiconque se donne la peine de se pencher sur l'œuvre théorique et pratique accomplie par Cheikh Anta Diop. Cet érudit africain, illustre parrain de notre université, est sans doute l'un des derniers esprits encyclopédiques du XXe siècle, qui se trouve être par ailleurs l'un des principaux continuateurs de la doctrine panafricaniste. Ainsi,
son ouvrage Princeps, Nation nègre et culture, il est de règle en milieu universitaire de citer les références, donc je dis Présence africaine 1954, mais je ne poursuivrai pas parce que pratiquement toute l'œuvre écrite de Cheikh Anta Diop a été publiée chez Présence africaine, hein, à l'exception de parenté génétique. Donc je vous épargnerai les références bibliographiques. Donc Nation nègre et culture a été immédiatement acclamé par le génial Aimé Césaire dans son magistral discours sur le colonialisme, également chez Présence africaine en 1955, comme le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique, ajoutant que le mécanisme de la mystification des égyptologues venait d'être définitivement démonté par Cheikh Anta Diop. Un jugement, au demeurant confirmé une décennie plus tard, par l'ensemble de l'élite intellectuelle et artistique de l'Afrique et de sa diaspora, réunie à Dakar, à l'occasion du premier Festival mondial des arts nègres, 1966, qui a reconnu en W.E.B. Du Bois, 1868-1963, et Cheikh Anta Diop, 1924-1986, les deux penseurs ayant exercé l'influence la plus profonde sur la pensée africaine du XXe siècle. C'est dire combien Boubacar Boris Diop est fondé à désigner Cheikh Anta comme le contemporain capital, non seulement pour les Africains, mais pour toute l'humanité de notre temps, on va le voir. En matière de connaissances, autant que dans le domaine de l'action, la détermination de tout apport nouveau suppose l'établissement préalable de l'état de la question. Ce n'est que sur cette base que la contribution positive éventuelle d'un individu ou d'un groupe devient aisément identifiable et mesurable. Notre préoccupation de ce jour étant de tenter de définir la place et le rôle de l'intégration et de la science dans le processus de libération du continent africain, il s'agit donc d'en préciser les fonctions et interrelations dans la perspective paradigmatique développée par Cheikh Anta Diop. Celui-ci, en chercheur averti, n'a pas manqué de s'acquitter lui-même de cette tâche, en ces termes. Pour moi, le fait nouveau, c'est moins d'avoir dit que les Égyptiens étaient des Noirs à la suite des auteurs anciens, l'une de nos principales sources, que d'avoir contribué à faire de cette idée un fait de conscience historique africain et mondial, et surtout un concept scientifique opératoire. C'est ce que n'avaient pas réussi à faire nos prédécesseurs. Introduction à la civilisation aux barbaries. Le mot-clé de la pensée du maître est lâché. Le cœur de son projet intellectuel, que l'on retrouve dans tous ses écrits, le pilier central de sa construction paradigmatique, qui reviendront comme un leitmotiv dans toute son œuvre, la restauration de la conscience historique africaine. Dans son esprit, il s'agit très précisément de rétablir chez les Africains, masses et élites confondues, une conscience claire et distincte de la continuité historique qui fait de l'Afrique tout à la fois le berceau unique de l'humanité, le lieu de naissance de la première et la plus brillante civilisation de l'Antiquité, et, par voie de conséquence, le foyer à partir duquel l'espèce Homo sapiens sapiens a peuplé la planète Terre et l'Égypto-Nubie antique initié le reste du monde à tous les savoirs, par l'écriture alphabétique qui, avec le langage articulé, est la marque caractéristique distinguant l'humain de l'animal. Ayant mis en évidence les multiples apports de l'Afrique à l'humanité, il explique la régression et la décadence de l'Égypte pharaonique au Nouvel Empire par la perte de la souveraineté nationale, consécutive à la conquête perse du roi Cambyse, en moins 525 avant Jésus-Christ, première d'une longue et funeste série d'invasions, grecques, romaines, arabes, ottomanes, européennes. Point. La situation actuelle de notre continent étant la résultante de ces phénomènes historiques, en particulier ceux de la dernière période pluriséculaire de domination européenne, marquée successivement par les dévastations d'abord de la traite négrière et de l'esclavage, puis de la conquête et de l'occupation coloniale, et enfin de l'actuelle mondialisation inégale et asymétrique. Ainsi donc, le projet de libération africaine selon Cheikh Anta Diop est avant tout un projet culturel. Il a dit
La révolution africaine passe par la restauration de la conscience historique des peuples africains et par la rénovation des langues nationales. Une action ne peut être révolutionnaire que dans la mesure où elle s'enracine profondément dans l'histoire et la culture nationale. Aussi, a-t-il accordé dès le départ une attention toute particulière à la réhabilitation des langues africaines afin d'en faire des langues de travail, non seulement en établissant la parenté génétique entre la langue des pharaons et nos langues africaines d'aujourd'hui, mais encore et surtout en démontrant l'aptitude de sa langue maternelle, le Wolof, à restituer tous les concepts contemporains des sciences exactes, de la philosophie ou de la religion. Comme l'a souligné du reste Mme Aram Fall Diop, linguiste de l'IFAN aujourd'hui à la retraite, on trouve chez Cheikh Anta Diop un véritable plan de développement linguistique de l'Afrique visant à sauvegarder la personnalité africaine, à combler le retard accumulé dans le domaine scientifique et à réaliser l'unité linguistique de l'Afrique sur la base des langues africaines. Extrait du spécial Cheikh Anta Diop des notes africaines de l'IFAN, qui porte également son nom. Il apparaît donc clairement que si le projet d'émancipation culturelle est un préalable à toute volonté de libération véritable, de même, la question du statut des langues nationales est le noyau vital de ce projet culturel. Surtout quand on sait que d'après le tristement célèbre Gobineau, apôtre de l'inégalité des races humaines, la hiérarchie des langues reproduit la hiérarchie des races, sikh. Il n'est pas sans intérêt de saisir l'occasion pour rappeler, parce que beaucoup d'entre nous l'ignorent, que son principal contradicteur de son époque fut un érudit haïtien, avocat de formation, diplomate de vocation et panafricaniste de conviction, auteur d'un essai magistral intitulé « De l'égalité des races humaines », publié dès 1885, demeuré scandaleusement méconnu jusqu'à ce jour, mais qui est la réfutation en temps réel de tout le bavardage pseudo-scientifique et idéologique de Gobineau en son temps. Venons-en à présent à la problématique de l'intégration africaine selon Cheikh Anta Diop. À dire vrai, c'est un terme qu'il utilisait peu, sauf pour indiquer que l'intégration politique précède l'intégration économique, au même titre que la sécurité précède le développement. Il lui préférait en effet les notions d'unité politique et surtout d'État fédéral continental, édifié sur des bases souveraines et démocratiques, conçues comme condition sine qua non de la libération et de la reconstruction autonome de l'Afrique. Un continent qui ne contrôle pas son espace atmosphérique et cosmique ne saurait être indépendant, avait-il coutume de dire, précisant « Il est donc urgent de créer une armée continentale intégrée capable d'entreprendre des actions efficaces. » Je cite indifféremment des références connues de Cheikh Anta Diop parce que publiées chez Présence et des références tirées du patrimoine politique de son parti. La dernière citation est tirée du numéro 0 de Siggi, le journal du RND, à l'époque de l'illégalité. Et l'éditorial inaugural était intitulé « Les raisons d'un engagement ». C'est dans cet éditorial qu'il a avancé ses thèses. Ce n'est pas là un constat a posteriori, mais bien une recommandation formulée à l'orée des soi-disant indépendances africaines de 1960 et présentée sous la forme d'une prédiction alternative dans son ouvrage séminal « Les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral d'Afrique noire ». Soit la formation d'un État fédéral continental considéré comme moyen de survie, soit l'accentuation du processus de sud-américanisation de l'Afrique, soulignant que l'illusion consisterait à croire en la possibilité d'une troisième voie. Outre un recensement exhaustif des diverses sources d'énergie disponibles à travers le continent, on trouve dans cet ouvrage, il s'agit des fondements, on y trouve également un plan d'industrialisation de l'Afrique noire, ainsi qu'une analyse de la nouvelle stratégie néocoloniale gaullienne, pour ne pas dire gaulliste, et surtout une proposition originale de bicaméralisme d'un type nouveau, fondé sur le genre et réhabilitant en quelque sorte les traditions matriarcales de l'Afrique précoloniale et anté-islamique. Il convient de revenir, en dernier lieu, sur l'examen détaillé du programme d'unification linguistique africaine
que Mme Armfal Diop avait juste indiqué au passage. Donc, des problèmes de l'unification linguistique africaine comme corollaire indispensable à l'édification d'un État fédéral. Une contribution qui spécifie les règles devant présider au choix de la langue de gouvernement et d'enseignement, insistant sur le fait qu'à la différence des grandes fédérations alors existantes, USA, URSS notamment, la future fédération africaine ne saurait être bâtie et durable que par la persuasion. Il aimait à répéter que même l'égoïsme lucide devrait nous inciter à faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Reste la science, sa place et son rôle dans le processus de libération de notre continent. Ici, une longue citation s'impose. Elle est extraite d'une publication qui figure dans les écrits scientifiques et philosophiques du professeur Cheikh Anta Diop, publiée par l'IFAN, et dans une communication à une association de chercheurs ouest-africains intitulée « Perspectives de la recherche scientifique en Afrique ». Il dit, 1974, il disait « N'oublions pas que le savoir est la seule force, la seule richesse ici-bas. L'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et y mettre le prix. Sa vulnérabilité excessive des 5 derniers siècles est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moyen le plus sûr de faire cesser le chantage, les brimades, les humiliations. » Il conclut. L'Afrique peut redevenir un centre d'initiative et de décision scientifique au lieu de croire qu'elle est condamnée à rester l'appendice, le champ d'expansion économique des pays développés. Le propos se suffit à lui-même pour ce qui est de l'orientation stratégique de la recherche scientifique africaine. Quant à la méthode, outre la pluridisciplinarité et le comparativisme, si j'ose dire, une importance cardinale a été reconnue dernièrement lors d'un forum tenu ici même, c'était dans le Grand Amphi, consacré au principe de la connaissance directe comme antidote majeur contre la falsification de l'histoire et les faussaires en tout genre. Il ne s'agit pas simplement de l'accès direct aux sources originales connues, sans l'intermédiation des traducteurs et autres compilateurs, mais aussi de la mise en évidence, voire de l'exhumation de sources nouvelles et inédites, quelle qu'en soit l'origine. C'est par exemple Cheikh Anta Diop qui a contribué à faire accepter les sources non écrites de la tradition orale comme base de données pour des travaux de recherche historique. Ceux qui parmi vous ont eu le privilège d'assister au symposium de 1982 organisé par la librairie Sankoré après sa sortie tardive du ghetto académique dans lequel on l'avait confiné pendant 20 ans, se souviendront peut-être de la confidence que le professeur Cheikh Anta Diop avait faite au public à propos de sa rencontre fortuite avec l'Égypte des pharaons à Paris. Il avait indiqué « Dès lors que votre méthode est rigoureuse et irréprochable du point de vue scientifique, vous pouvez vous risquer aux hypothèses les plus audacieuses sans aucune crainte. » Dans sa préface magistrale donnée à l'ouvrage de son meilleur disciple africain Théophile Obenga, L'Afrique dans l'Antiquité, 1973, Cheikh Anta Diop a écrit « On doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher sans ménagement des mains des usurpateurs le bien culturel de l'Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés. Ces savants ont démérité car ils ont enseigné sciemment des contre-vérités et sont retombés au rang de vulgaires idéologues qui, sous une apparente sérénité scientifique, se livrent rageusement à des agressions culturelles. » Soulignant qu'Obenga a compris que la compétence devient la vertu suprême de l'Africain qui veut désaliéner son peuple, il concluait en ces termes. « Il s'agit d'être apte à découvrir une vérité scientifique par ses propres moyens, en se passant de l'approbation d'autrui, de savoir ainsi conserver son autonomie intellectuelle, jusqu'à ce que les idéologues qui se couvrent du manteau de la science se rendent compte que l'ère de la supercherie, de l'escroquerie intellectuelle est définitivement révolue
qu'une page est tournée dans l'histoire des rapports intellectuels entre peuples. Que dire de plus? Sinon que, conformément à son habitude, au-delà de la critique négative, le maître a pris le soin de proposer un véritable programme de développement pour les institutions de recherche africaines, en les invitant d'abord à réfléchir sur le cadre sociopolitique de leurs travaux, État fédéral ou sud-américanisation, en soulignant ensuite les spécificités africaines, existence sporadique des laboratoires de recherche, déficiences multiples, telles que défaut de coordination, manque d'information, absence de secret scientifique, négligence de la recherche fondamentale, pourtant inséparable de l'enseignement supérieur, carence en grands centres régionaux de recherche, etc., avant de définir finalement leur mission principale, initiative de regroupement des compétences. La transdisciplinarité, c'est aussi une constante chez Cheikh Anta Diop. Études, analyses et conseils pour les décideurs, planification et prospective, anticipation, veille et alerte, non pas seulement des décideurs, mais aussi de l'opinion publique, etc. Il résulte de tout ce qui précède que si la libération de l'Afrique de toute forme de domination et d'oppression est effectivement une préoccupation centrale dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, il n'en demeure pas moins que le paradigme novateur qu'il a posé est un nouvel humanisme, débarrassé de toute coordonnée ethno-raciale, comme il aimait à le dire, et visant à réconcilier l'homme avec lui-même en donnant un sens à la vie, à l'existence humaine. Ainsi, au terme d'une vie de travail acharné et de lutte ininterrompue, en quête de la vérité et de la justice, la fameuse Mahat pharaonique, il aura réussi à détruire les mythes imposés par des siècles d'érudition pseudo-scientifique européenne, comme le disait si bien le regretté Jean-Marc Ella. Si le célèbre colloque du Caire de 1974 marque bien l'acte de décès du consensus idéologique d'essence esclavagiste, on a asservi les Africains pour les civiliser et les tirer de la sauvagerie. Le combat engagé par la suite par Cheikh Anta Diop, à la suite de tous les authentiques libérateurs de l'Afrique contre le consensus impérial de Berlin, dont les Africains étaient également exclus, ce combat pour la réunification de notre continent contre les prédateurs d'outre-mer reste inachevé. Ils avaient indiqué la voie dès l'origine, ne serait-ce qu'en tant que membre du Rassemblement démocratique africain, dont tout le monde sait que dès 1946, le programme du RDA, c'était l'émancipation des Africains, la démocratisation du continent, l'indépendance nationale et l'unification continentale, au moins de l'ancien empire français d'Afrique. Lors de sa création, l'OUA a préféré, contre la volonté du groupe de Casablanca, entériner et perpétuer l'esprit de Berlin. L'on a vu ce que cela a coûté aux peuples africains. À ce jour, la question demeure posée, notamment au niveau de l'Union africaine, tandis que le continent se trouve confronté depuis des décennies à un autre consensus, le sinistre consensus de Washington, d'étiquette néolibérale cette fois, mais non moins dévastateur que les précédents. Autant Cheikh Anta Diop avait raison d'affirmer que les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil, le regard vers l'Égypte étant la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel, autant il est désormais incontestable, après plus d'un demi-siècle d'errement et de tâtonnement, que le fédéralisme panafricain est la seule voie de salut pour la libération du continent, l'émancipation de son peuple et la simple survie de ses habitants. Adeptes de l'optimisme atavique, mais Cheikh Anta Diop disait, mais vigilants, les Africains, nous reprendrons in fine la sublime dédicace d'Anténor Firmin à l'ouverture de son ouvrage de l'égalité des races humaines, dédié à Haïti. Puisse ce livre inspirer à tous les enfants de la race noire, répandus sur l'orbe immense de la terre, l'amour du progrès, de la justice et de la liberté, car en le dédiant à Haïti, c'est encore à eux tous que je l'adresse,
les déshérités du présent et les géants de l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, monsieur le professeur. À quel point, finalement, 4 notions que je retiendrai de votre propos sont liées, à savoir celle d'idéologie, de vulnérabilité, de restauration et de sens. Je crois que ce sont les 4 notions qui ont structuré votre propos. Vous nous avez montré comment l'idéologie a rendu l'Afrique vulnérable, a rendu également l'œuvre du parrain vulnérable, dans la mesure où l'idéologie a tenté de la cacher, de ne pas lui donner la place qui lui revenait. Et comme vous l'avez dit, pendant plusieurs années, et comment il nous appartient aussi de faire connaître, comme vous l'avez fait, donc de faire connaître cette œuvre aux générations présentes, à nos étudiants, qui connaissent le nom du parrain, mais qui n'en connaissent pas toujours véritablement les œuvres. Et donc cette vulnérabilité, vous nous avez montré comment Cheikh Anta Diop nous appelle à la dépasser dans un projet que vous avez montré comme étant un projet fondamental de restauration de la conscience historique africaine, de restauration de la vérité, tout simplement. Il s'agit de montrer, et vous l'avez fait, en montrant qu'il s'agit non plus de continuer à combattre l'idéologie en lui opposant une autre idéologie, mais de combattre l'idéologie en lui opposant la science et en lui opposant des concepts scientifiques opératoires, comme Cheikh Anta Diop l'a fait. Le 4e terme et celui sur lequel vous avez achevé votre propos, c'est celui du sens. Et je crois que vous avez voulu nous montrer que toute cette entreprise de restauration n'a de signification et de profondeur qu'en tant qu'elle nous permet de retrouver le sens et de donner du sens véritablement à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Et c'est pour cela donc que je me suis permise donc d'essayer de regrouper votre propos si riche autour de ces 4 notions, donc d'idéologie, de vulnérabilité, de restauration et de sens. Vous avez vu le lien entre la première communication et la seconde, à savoir la place importante qu'occupe la science, qu'occupe, vous nous l'avez montré, l'intégration, et comment cette science ne doit pas tourner le dos à la quête du sens, quête sans laquelle toute science ne serait que ruine de l'âme, comme dirait l'autre.